Stéphanie Grandmont, Jonathan Trudeau, Paul Journet, bonsoir. 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 Mise à jour économique, il y en a qui adorent les chiffres, ça tombe bien. Il y en a moins que dans un budget, mais il y a surtout un message très clair. Les temps seront beaucoup plus difficiles et je le répète pour la troisième fois depuis le début de l'émission, il a dit très difficile. Les revenus baissent, donc on doit décélérer nos dépenses. On va écouter M. Girard, M. Legault, puis on revient. Nous ne sommes pas en récession, mais certainement dans une période extrêmement difficile qu'on pourrait qualifier de stagnation. Les 6 prochains mois seront très difficiles. En fait, lorsqu'on regarde pour 2024, les probabilités de baisse de taux sont beaucoup plus élevées que la probabilité de hausse de taux supplémentaire pour 2024. Ce qui est le plus dur actuellement pour les Québécois, c'est de payer son logement. Et l'année passée, on aidait 62 000 familles avec de l'allocation logement. Cette année, on aide 125 000 familles. Puis là, ce qu'on annonce dans la mise à jour économique, c'est que l'année prochaine, on va aider 150 000 familles. Donc, on aide les gens avec ce qui est le plus important, c'est-à-dire le logement. Puis ça s'ajoute à tout ce qu'on a fait dans le passé. Parce qu'on annonce des sommes supplémentaires. On en parlait avec le ministre, accès au logement, lutte contre l'itinérance, appui à la formation, transition climatique, etc. Mais je reviens au début, Stéphanie Grandmont. Le message, c'est que c'est le ralentissement de la croissance, là. Oui, c'est un message qui est très clair je pense pas que c'est une stratégie, bon, peut-être que c'est commode là, de dire ça en pleine négociation avec les fonctionnaires, mais je pense quand même qu'il faut comprendre que c'est du sérieux. Si on veut avoir un retour à l'équilibre budgétaire là, dans 5 ans, oui, c'est possible là, selon les chiffres qu'on a là, sauf que le scénario du gouvernement, ça repose sur une hypothèse de croissance des dépenses moyennes d'ici 5 ans de 2,3 %. Bon, ça peut sembler banal comme chiffre, mais quand on met ça en perspective, c'est vraiment du sérieux. En fait, c'est associé là, à un taux à cette hauteur-là. Ça correspond à ce qu'on avait dans d'autres périodes quand on parlait d'austérité carrément là, sous les libéraux, on s'en souvient, puis même dans les années 90 quand la récession faisait très mal. Donc, je pense que ça correspond pas à ce que les gens avaient en tête quand ils ont voté pour la CAQ. Et peut-être qu'on est dû pour peut-être une mise à niveau là, du discours. Des attentes. Les gens s'attendaient à des baisses d'impôts, etc. Disons que les prochains temps vont être plus durs. C'est intéressant, Jonathan et Paul. C'est comme si il y a peut-être un travail à faire sur les attentes des différents groupes, des citoyens en général, qui ont peut-être encore l'impression qu'on est dans les surplus par-dessus les oreilles, Jonathan. Bien, absolument. Et ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui applique les freins au niveau budgétaire. Et s'il applique les freins, bien, c'est parce qu'il voit qu'il y a un mur devant lui. Ce mur-là, il n'est pas virtuel, il est réel. Le gouvernement ne peut pas maquiller les chiffres. Là, il y a des spécialistes. Bon, on vient d'entendre la PDG de l'Institut du Québec. Il y a clairement un ralentissement. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des investissements qu'on doit à tout de moins limiter. Et si on sentait que les Québécois étaient derrière les demandes syndicales, si là, dans la balance, dans l'équation, vous ajoutez la possibilité que le contribuable lui-même voit ses services affectés par une baisse d'investissement et que là, en contrepartie, il devrait encore investir davantage pour les sommes consenties à l'État, je ne dis pas qu'il y aura une perte d'appui, mais lorsque la confrontation, lorsque le face-à-face va survenir au cours des prochains jours avec le spectre d'une grève générale illimitée, ça se peut que la relation de force ait tendance à vouloir se balancer, je veux le dire comme ça un peu quand même. Oui, un rebalancement. Je vais en reparler des négos, mais Paul, sur les attentes des gens, parce qu'effectivement, personne n'a été préparé vraiment à ce qu'on dise. Bien, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des demandes partout, santé, éducation, routes, infrastructures, crise du logement. Bon, vous connaissez mieux que moi tout ça. Et on ne pourra pas tout faire. Là. C'est relativement nouveau, Paul. Bien, c'est très nouveau. C'est comme si M. Girard découvre malgré lui ce que c'est que d'être un ministre des Finances, c'est-à-dire quelqu'un qui doit faire des choix difficiles.
parce qu'il avait commencé son mandat dans l'abondance en profitant des surplus libéraux. Et par la suite, bien, il y a eu la pandémie durant laquelle on se permettait d'engager des dépenses extraordinaires parce qu'on savait que c'était des mesures temporaires. C'est la grande différence entre des mesures temporaires et des mesures structurelles, donc qui deviennent récurrentes année après année. Et pour la première fois, M. Girard fait face au défi habituel d'un ministre des Finances, c'est-à-dire de devoir faire des choix. Et c'est là que le gouvernement caquiste, qui s'étalait au centre en essayant de faire plaisir un peu à tout le monde, va devoir se compromettre. Et c'est vrai que dans le grand public, peut-être qu'on est moins habitué à ça. Et sans aller trop dans le détail des chiffres, l'important, c'est vraiment la croissance des dépenses. Monsieur Girard, bon, a raison de dire qu'une augmentation de 2 il ne faut pas oublier que ça s'ajoute à l'augmentation de 7 de la période récente. Donc, c'est 2 qu'on ajoute aux 7 qui augmentaient. Mais dans les prochaines années, l'augmentation moyenne de 2 année après année, ça va finir par être inférieur à l'augmentation des coûts de système en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'année après année, proportionnellement, il va en rester moins pour les autres missions de l'État. Et si on revient aux négociations, bien, ça explique pourquoi on veut aussi parler de l'organisation du travail, parce que c'est pas viable de toujours offrir plus de services alors qu'il reste moins d'argent pour les autres missions de l'État. Indépendamment de la pertinence ou non d'augmenter le salaire des employés de l'État, il faudra en parallèle aussi changer l'organisation du travail et l'améliorer, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas tout payer. Là. Exactement. Et c'est pour ça, Mme Braham, l'économiste, disait il faut revoir les façons de faire, il faut un débat là-dessus, parce qu'on ne peut pas toujours. Puis entre 7, puis on a mis le graphique quand vous parliez, Paul, entre 7 et 2, ça paraît pas si important. C'est énorme là, comme ralentissement. C'est-à-dire, il faut que le train ralentisse, Stéphanie. C'est pas facile. Croissance de la santé, 14 il y a 2 ans. Non, ça sera vraiment pas facile, mais on s'entend que là, le Québec est rendu à un point où les dépenses par habitant ont rarement été aussi élevées. Là. On dépense presque autant que l'Alberta, mais on n'a absolument pas leur PIB par habitant. Donc, il y a comme un point où ça devient difficile à soutenir. Et le malheur, c'est qu'en ce moment, là, oui, on veut réduire la croissance des dépenses, mais d'un autre côté, on voit tous les services et toutes les infrastructures qui ont besoin d'amour. On a un déficit de maintien des infrastructures. Là, si on voulait tout remettre à niveau aujourd'hui en claquant des doigts, mais ça nous coûterait 35 milliards. Et puis, donc, ça, c'est seulement pour les infrastructures de Québec, parce que les municipalités aussi ont leurs enjeux. Et puis, bien évidemment, les services, on sait, les écoles, la santé, la DPJ, les palais de justice, etc. Donc, la population n'a pas l'impression d'avoir les services pour lesquels elle paie. Alors, ça va être doublement difficile là, d'arriver à faire quelque chose d'ici les prochaines années avec tout ça. Bon, bien, et Patrice, oui, si je peux me permettre, et politiquement, parce que ça revient à ça à un moment ou à un autre, c'est une situation qui n'est pas évidente pour les stratèges caquistes, parce que pendant une période qui était très faste, où on avait des surplus de plusieurs milliards de dollars, on a dépensé. Et si vous allez sonder la population autour d'eux, qu'est-ce qui s'est concrètement amélioré au cours des 6 dernières années? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes intentions, mais les gens regardent le système de santé, regardent l'éducation, plein d'autres facteurs, l'amélioration des infrastructures, le maintien, comme Stéphanie parlait, et les gens ont l'impression que on n'a pas vu de grande différence. Or, là, c'est des années plus de vaches maigres qui s'en viennent. Alors, si j'étais stratège caquiste, j'espérerais grandement que les projets de loi 15 en santé, projet de loi 23 en éducation vont apporter des différences tangibles. Je sais qu'on est encore loin de l'élection, mais politiquement, c'est tout un défi pour un gouvernement qui, en ce moment, semble en perte de vitesse au niveau de l'électorat en plus. Oui, il faut voir des effets. Bon, bien, alors, c'est dans ce contexte que vous venez de bien décrire que se jouent ces négociations-là. Première fois depuis 1983 qu'il y a un front commun aussi soudé. Déjà des votes de grève illimités. Bref, je vous fais entendre M. Girard, puis on revient tout de suite. À moins que l'économie soit plus forte et qu'on ait des revenus supplémentaires, toute dépense supplémentaire va nécessiter des emprunts. Et le 14,8 qui est offert, c'est ce qu'il y a dans le cadre financier. Et vous pouvez constater que le cadre financier est serré
et que les prévisions économiques sont pour une modération importante de la croissance économique. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'offre qui a été faite le 29 octobre, qui correspond à 14,8 % alors qu'on vient de confirmer ce matin que l'inflation est bel et bien à 12,7 pour les 5 prochaines années, est une offre qui est extrêmement sérieuse. Maintenant, la priorité du gouvernement, c'est laquelle? Je le dis depuis le début, c'est l'organisation du travail. Alors moi, je donne rendez-vous aux syndicats, aux tables de négociation pour parler d'organisation du travail, puis on verra pour la suite. Les professionnels de l'État, le Front commun, allaient négocier. Il a décidé de prendre 6,7 milliards cette année-là, en 22, pour envoyer des chèques. Entre avoir cette baisse d'impôts-là et avoir des services publics qui fonctionnent et bien payer les fonctionnaires qui s'occupent de nous, de nos malades et de nos enfants, il est évident pour nous que c'était un mauvais choix. Minimalement, un budget prudent implique de ne pas appauvrir les travailleurs, de se maintenir minimalement à l'inflation. Vous avez vu les libéraux et QS qui reviennent sur les baisses d'impôts, mais là, évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire. Ils disent qu'on n'aurait pas dû. Il y aurait eu plus de marge de manœuvre pour les travailleurs. Le Parti québécois qui dit qu'il faut donner plus aux travailleurs. Alors, c'est dans ce contexte, Paul, tour de table, que s'accélèrent les négociations. Ça vient quand même un peu, peut-être, changer la donne, non? Bien, ça permet de préciser la position du gouvernement. Cela dit, leur offre n'était pas finale. Ils attendent encore une contre-proposition des syndicats qui, eux, veulent continuer d'augmenter leur rapport de force et d'aller dans la rue. Mais on a vu que M. Girard, d'une part, dit qu'il n'y a plus d'espace et il s'est aidé cette fois en aidant que ceux qui étaient réellement dans le besoin, contrairement aux précédentes mesures. Mais d'autre part, il dit il ne reste plus d'espace, mais dans chaque budget, il y a toujours de nouvelles dépenses. Et ça fait 5 ans que je suis ministre des Finances. À chaque budget, il y a des nouvelles dépenses. Donc, il laisse entendre qu'il pourrait y avoir dans les nouveaux budgets. Donc, il n'y a plus de place, mais il y en a un peu. Et ça correspond à la réalité habituelle des négociations où on a l'impression que le gouvernement se garde peut-être encore un petit peu petit espace dans son jeu, mais pas très, très grand. Et en contrepartie, on l'a expliqué tantôt, l'organisation du travail, là, on ne peut pas juste continuer à dépenser plus en pensant que ça va régler les problèmes. Là. Il y a autre chose et en ce sens-là, les demandes du gouvernement se comprennent très bien. Là. Oui, Jonathan et Stéphanie, il y a le monétaire, là, puis peut-être qu'il y a une marge, puis on verra, là, mais on n'est pas à la fin de la négociation. Mais l'organisation du travail, c'est pas pour rien que la présidente du Conseil du Trésor y revient, Jonathan. C'est que, comme vous dites, les Québécois doivent voir, et je crois que sans se tromper, j'ai pas vu de sondage très précis, mais beaucoup de gens appuient les demandes des travailleurs en disant qu'ils ont beaucoup travaillé, tout ça, mais ils veulent voir les services s'améliorer aussi, Jonathan. Bien, exactement. Et réglons la question de la marge de manœuvre. C'est certain que Sonia Lebel, elle en a eu une marge de manœuvre pour aboutir dans ces négociations-là. Sauf que ce que la présidente du Conseil du Trésor dit depuis belle lurette, c'est je vais m'avancer encore plus le coup sur le monétaire quand vous allez vouloir parler de l'organisation du travail. Moi, je veux bien que les syndicats soient en position de force, qu'ils sentent qu'ils ont l'appui de la population. Mais on ne sent pas qu'il y a cette volonté-là de parler de l'organisation du travail. Je vous donne un exemple. Hier, à mon émission de radio, j'avais M. Hainaut de la CSN en entrevue, puis j'essayais de parler d'organisation du travail. Je lui parlais d'aide à la classe, je lui parlais du principe d'ancienneté, puis on me disait « Bien, on n'est pas contre, mais on n'est pas contre, mais... » Puis je leur ai dit « Mais est-ce que vous êtes favorable? Vous me dites « On n'est pas contre, mais est-ce que vous êtes favorable à quelque chose lorsqu'on parle d'organisation du travail? » On ne le sent pas, ça. Et Sonia Lebel, bien qu'elle a des squelettes dans le placard caquiste à défendre, comme l'augmentation de 30 % du salaire des députés, je trouve qu'elle n'a pas tort quand elle dit « Prouvez-moi que l'argent de plus que je vais mettre va se traduire par une amélioration dans les services reçus par la population. » Et tant qu'on ne parlera pas d'organisation du travail, j'ai l'impression que cette démonstration-là, du côté des syndicats, on n'est pas capable de la faire. Stéphanie. Oui, je pense qu'effectivement, le gouvernement a
mal agi là, en accordant des baisses d'impôts, en donnant des augmentations de salaire importantes de 30 % aux députés, en envoyant des milliards à la filière batterie. Tout ça, c'est sûr que ça a un peu jeté de l'huile sur le feu, donné l'impression qu'on avait les coups des franches. Et puis, bon, ça donne de l'eau au moulin aux syndicats. Mais je pense effectivement qu'au-delà de la capacité de payer, de donner des augmentations de salaire, c'est sûr qu'il reste une marge, là, évidemment. Le gouvernement vous laisse garder des munitions pour avoir quelque chose de plus à donner une fois que les gens seraient dans la rue. Mais une fois que ça s'est dit, là, qu'on s'entend sur le salaire, la question, effectivement, c'est de dire comment on peut réussir à améliorer les services, à en faire plus avec moins, à être plus efficace, à résoudre les problèmes de pénurie, par exemple, pour les corps défavorables. Donc, toute la notion des primes que le gouvernement veut accorder. Je pense que ça, c'est crucial parce qu'il y a un peu un combat de chiffres. Là. Le gouvernement dit on offre presque 15 %, les syndicats disent non, c'est 10 Ouais. C'est parce que le 15 % il inclut une enveloppe pour donner des primes et convaincre, par exemple, une infirmière qui doit travailler de soir ou de fin de semaine de dire bon, OK, il y a un écart suffisamment important pour que j'accepte de le faire. Parce que si on n'a pas cet écart-là, bien évidemment, les gens vont toujours déserter puis vouloir faire les quarts les plus favorables ou s'en aller dans une agence de placement ou quitter carrément le système. Donc, ça, c'est le genre d'exemple où je pense qu'il y a du travail à faire, de dire, bien, l'écart, la différenciation salariale, c'est une des clés pour, je pense, de cette négociation-là. Très bien. Alors, en éducation, oui. Bien, rapidement, en éducation, les conditions de travail, ça peut avoir l'air un peu flou, là, mais je vous donne 2 exemples. Il y a des enseignants qui réclament une baisse des ratios. Oui, ça améliorerait leurs conditions de travail, mais si on baisse les ratios, on prend où les autres profs? Puis si la seule solution pour recruter d'autres profs, c'est d'avoir une formation accélérée, puis on se plaint après que c'est une formation à rabais, bien, on ne règle pas notre problème. En contrepartie, les professeurs se plaignent de la paperasse, de la lourdeur administrative. Depuis longtemps, les gouvernements se succèdent en promettant de la réduire, puis selon les profs, il n'y a pas d'amélioration concrète, puis en ce sens, on les comprend, là. Mais on mesure à quel point, Jonathan, vous en avez parlé tout à l'heure, de ces projets de loi mammouth pour tenter de rendre plus efficace. Il y a des gens qui ont des craintes, on l'a vu pour la santé, le Québec Santé, l'agent. Mais on voit à quel point c'est compliqué de rendre ces systèmes, justement, plus efficaces, là, Jonathan. Ça semble insoluble. Ça semble très, très, très difficile, sauf que, et je ne veux pas me mettre la tête dans le sable, mais moi, comme analyste politique, comme commentateur, j'essaie de ne pas verser dans le cynisme à outrance ou le sarcasme. On n'a pas le droit d'abandonner. Prenons un projet de loi comme le projet de loi 15 de Christian Dubé. Ben oui, on peut se poser mille et une questions à savoir est-ce que concrètement ça va changer quelque chose. Mais en même temps, si on s'entête à toujours faire un peu plus de ce qu'on fait déjà et qui ne fonctionne pas, ben on va obtenir des résultats différents. Donc, laissons la chance aux coureurs. En même temps, on peut être sceptique, on peut se poser des questions, mais on le constate. Projet de loi après projet de loi, que c'est très difficile de faire bouger les choses. Je vais vous demander une petite prévision avant de vous laisser. Stéphanie, Jonathan, Paul, est-ce qu'il règle d'ici Noël? C'est le vœu des deux côtés. Stéphanie, vous croyez que c'est possible? Bien, pourquoi pas, si les gens s'y mettent. Moi, je pense qu'en tout cas, la population le souhaite, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture avant les grèves. Là, c'est le temps que la vraie négociation commence. Paul? Dans le dernier droit, je pense qu'il va y avoir de la pression sur certains syndicats pour être les premiers à régler parce que le Front commun pourrait finir par se fragiliser ou à tout le moins, il pourrait y avoir tentation de la part d'un syndicat de se positionner comme étant celui qui a réussi à obtenir une entente avant les autres, surtout avec la joute qui s'en vient avec la réforme de Christian Dubé qui va réduire le nombre d'accréditations syndicales et donc peut-être que le Front commun pourrait être fragilisé. Jonathan? La date clé, c'est le 23 novembre. À partir du moment où la FAE a dit « nous, on va en grève générale illimitée », à partir du 23 novembre, ça va devenir insoutenable. Donc, moi, je pense que ça amène une pression, une obligation de résultat d'ici Noël. Stéphanie, Jonathan, Paul, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.